Bonsoir à tous. Tout au long de cette semaine, j'ai reçu des lettres dans lesquelles on me demandait avec insistance de renoncer à la présence ce soir sur ce plateau de M. Fabrelus. Et puis j'ai reçu aussi des lettres anonymes, celles-ci, dans lesquelles on me reprochait avec vigueur de ne pas avoir invité des antisémites convaincus et résolus. Il va de soi que je n'ai pas tenu compte de ce courrier pour le moins tolérant dans la construction de cette émission. Voici, au moment où Harris et Séduit publient leur enquête sur les Juifs français, voici le 202e numéro d'Apostrophe, thème « Les Juifs en question ». Belles images fortes et émouvantes sont extraites de cet album qui paraît cette semaine aux éditions Alta sous le titre « Les Juifs du passé » sous la signature de Roman Vichniac. Mes invités, alors Harris et Séduit. Harris, c'est celui qui a les yeux sombres et Séduit, c'est celui qui a les yeux clairs, qui, après des enquêtes dans le monde communiste, chez les patrons, la droite, donc, sont intéressés aux Juifs français. Et leur livre s'intitule « Juifs et Français » aux éditions Grasset. À côté de moi, Clara Malraux. Clara Malraux qui publie chez le même éditeur, Grasset, le 6e volume et le dernier de vos mémoires. Le titre général, c'est Le bruit de nos pas, et ce 6e volume s'intitule « Et pourtant, j'étais libre ». À ma gauche, Alfred Fabrelus, qui est historien, biographe, essayiste, auteur dramatique, romancier, chroniqueur en ce moment au Figaro, et vous venez de publier aux éditions Julliard un essai intitulé « Pour en finir avec l'antisémitisme ». À côté de vous, Bernard Chouraki, qui a fait des études de philosophie et qui publie son premier livre aux éditions Libre Allié sous le titre « Le scandale juif ou la subversion de la mort ». Et puis je vais commencer par le plus jeune de mes invités, il s'appelle Marco Koskas. Vous êtes né en Tunisie, à Nabeul, vous êtes arrivé à Paris à l'âge de 12 ans. 11 ans. 11 ans, et vous publiez aux éditions Ramsay votre premier roman, aussi, c'est votre premier livre, sous le titre Balas Bounel. C'est une chronique, je dirais, haute en couleurs, pleine de bruit, d'odeurs, du petit monde juif d'une ville tunisienne que vous connaissez bien. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment une chronique, c'est plutôt, en étant pessimiste, une saga posthume. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'une famille juive de Tunisie, à Nabeul. Et c'est une histoire qui court depuis l'époque la plus florissante du colonialisme, c'est-à-dire au début du siècle à peu près, jusqu'un peu après l'indépendance avec la guerre de Bizerte. Oui. Alors, c'est donc dans les années 1900-1910 que ce Balas s'est construit. C'est une maison. Hein. Ce Balas, c'est une maison. Oui. Balas, ça veut dire palace, mais en arabe, le P n'existe pas, alors on transforme et puis on met B à la place et puis ça va aussi bien. Une maison avec un étage, qui est rare. Alors c'est la première maison à étage, c'est-à-dire c'est très rare effectivement et ça donne le vertige à son propre fondateur. Et à cette époque-là, on a en Tunisie, à Nabeul précisément, on a 3 communautés, on a les Arabes, les Juifs et les Français. Qui vivent en bonne intelligence. Relativement. Oui. Relativement, en tout cas du côté des Français, on a les représentants de l'administration coloniale. On a par exemple un commissaire Prouton qui veut nous empêcher de copuler avec les chèvres. On a un commissaire Petit Fenouil qui veut nous empêcher d'enterrer nos morts à la tombée de la nuit, après la tombée de la nuit à cause du tapage nocturne. On a Mademoiselle Bricolin, l'institutrice, qui veut nous empêcher de chanter. On a le commissaire d'Angelzer qui vient nous tirer l'oreille tous les 14 juillet 1936 dès qu'on chante l'Internationale. Bon, on a tout comme ça une foule de figurants du colonialisme. Oui, mais vous n'existiez pas, vous. Justement, j'existe pas. À l'époque, je n'existe pas. Donc c'est une tentative d'exister à travers ce livre. C'est pas vrai. C'est quelque chose comme ça. Quand je dis c'est une saga posthume, ça veut dire effectivement c'est l'évocation d'un univers qui a disparu aujourd'hui et dont j'ai envie de raconter l'existence. Oui, avec des personnages, je disais, en couleur, par exemple le colporteur. Alors Bonan, c'est le colporteur, c'est le père de cette famille, la famille Bonan, qui compte 6 filles. Alors effectivement, au début du livre, on voit Bonan caracoler avec sa carriole, il vend par 3 les chaussures Made in France, il plante des clous dans les murs. C'est un personnage comme ça très imposant et en même temps un peu burlesque. Et l'implantation d'une banque qui s'appelle la Caisse foncière, qui ruine plus ou moins tous les juifs de Nabeul et tous les juifs de Tunisie, enfin en tout cas ceux qui prêtent de l'argent sur gage, le précipite dans une espèce de folie. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il a 7 filles. Oui. Il a 7 filles
Et pour lui, c'est vraiment le malheur parce qu'il n'a pas de descendance mâle. Donc son nom va s'éteindre. Et alors à partir de ce moment-là, on assiste, avec la naissance de sa 7e fille, Maya, qui est la plus subversive. Qui est toute noire. Et Qui est noire, oui, on l'appelle la négresse du Balaz quand elle naît, parce qu'elle est toute noire, elle est velue, elle est, Puis elle est vivre, laide. Elle va vivre d'une manière très originale. Oui, très originale, c'est-à-dire qu'en fait, elle va complètement remettre en cause l'ordre qui régit cette société à cette époque-là. Et effectivement, c'est la première à mettre des pantalons, la première à rouler en vélo, la première à insulter les hommes. À s'asseoir à la terrasse d'un café. À boire de la burra, la première à jouer aux cartes, etc. Elle fait tout. La première, c'est une précurseuse ou... On dit un précurseur. Bon, un précurseur. Oui, parce qu'elle passe pour un garçon manqué, effectivement. Oui, en plus, c'est vrai. Oui. Ce qui est scandaleux, parce qu'au contraire, c'est une fille, et une fille réussie, en fait, je crois. Alors voilà, c'est Maya, donc la 7e. Et... Oui, et alors moi, ce qui j'ai trouvé tout à fait drôle et en même temps très révélateur de cette société, c'est un peu ce qu'on peut appeler le cœur antique, c'est-à-dire les matrones, les marieuses, les pleureuses. Alors effectivement, vous appelez ça le cœur antique, moi j'appelle ça les figurants de la communauté juive. C'est effectivement ces pleureuses, ces matrones, qui régissent la mort et la naissance, notamment dans la première partie du livre, puisque Maya naît le jour où un personnage qui s'appelle le beau-frère, qui est un personnage un peu flou, comme ça un peu vague, qui est en fait un de ces marginaux que produit cette société à cette époque-là. Lui, ce jour-là, il est mort. Donc, alors on a d'un côté les pleureuses, effectivement dans une chambre, et de l'autre côté, mais pas de l'autre côté exactement, en bas de l'escalier, puisqu'il y a un étage dans cette maison, donc il faut monter l'escalier, et que c'est jusque-là inconnu, on a les matrones. Et les matrones, bon, on n'arrive pas à monter l'escalier, en fait, voilà, à cause de leur poids. Et puis il y a, ici même je recevais la semaine dernière Antonine Maillet qui parlait du peuple acadien et on retrouve dans votre livre un personnage qui est la mémoire de la communauté, c'est Victor, oui. Exactement comme il y avait chez Antonine Maillet ce personnage qui est la mémoire du peuple. C'est-à-dire que Victor c'est en même temps la mémoire, en même temps c'est l'enfant adoptif de Bonan, c'est le seul garçon de la famille et c'est effectivement la mémoire parce que c'est un enfant qui se révèle quand on fête sa bar mitzvah, sa communion, qui se révèle avoir une mémoire complètement fabuleuse. Alors qu'il est illettré, il sort des prières, il récite des prières, des chants, il officie complètement, c'est vraiment... et effectivement, tout au long du livre, Victor va apparaître à chaque fois comme celui qui garde la mémoire de cette communauté, et d'autant plus quand elle aura disparu. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, c'est lui qui va garder